Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Tout de suite, les titres de cette édition de 13 heures qui devraient nous porter quelques années en avant, quelques années plus tard, tout au moins pour la technique. Car pour l'actualité, nous en restons toujours au même problème. Alerte à bord d'un Boeing grec détourné. Il vient de se poser à Singapour. Les femmes ont été libérées, mais une vingtaine de passagers et les membres de l'équipage sont toujours prisonniers. Enseignement technique, mot d'ordre de grève pour demain. Gérard Nicou, commerçant, ne payez pas la patente si nous n'obtenons pas satisfaction. Chine-Japon, les négociations dans une phase délicate. Enfin le sport, ce soir, petite chance de l'OM devant la Juventus de Turin. Et puis le CICOB. Le CICOB avec qui nous sommes en relation directe et constante. Aujourd'hui, Maurice Bruzek est sur place. Maurice Bruzek, que se passe-t-il au CICOB? Et d'abord, CICOB, ça veut dire quoi exactement? Eh bien écoutez, j'avais pris soin, parce que me méfiant de votre question, de me renseigner. Alors, ça signifie exactement Salon international de l'informatique, de la communication et de l'organisation de bureaux. Mais ce que je voudrais vous dire, et quitte peut-être à vous décevoir, mon cher Jean-François, c'est que les informations, les titres, nous les avions déjà depuis longtemps, puisque vous avez actuellement sous les yeux un exemplaire de ce qu'on peut appeler le journal de l'an 2000. Ce qui signifie que dans quelques années, on pourra chez soi, sur son écran de télévision, lire les informations. Il suffira pour cela d'appuyer sur un bouton placé au pied de l'écran ou encore de composer un numéro sur son appareil téléphonique. Vous voyez, là vous redécouvrez encore les titres que nous connaissons, je vous le répète, depuis très longtemps. Mais si vous voulez, Jean-François, nous allons vous laisser le soin de développer ces titres et nous nous retrouverons tout à l'heure à 13h15 au début de 13h Magazine. Entendu, alors à tout à l'heure. L'ordinateur vient donc de nous le rappeler. Un Boeing 707 a été détourné pendant son vol entre Sydney et Singapour. Et depuis ce matin, tous les aéroports susceptibles d'être survolés par ce Boeing étaient en état d'alerte, car le pilote avait fait savoir qu'il se trouvait en difficulté. Enfin, à l'instant, nous avons appris que l'appareil s'était posé finalement à Singapour, c'était donc sa destination première. C'est un pirate armé qui menaçait le pilote, un pirate qui réclame maintenant une rançon. Cet appareil appartient à l'Olympic Airways, c'est-à-dire la compagnie de M. Aristote Onassis. Première grève de cette rentrée scolaire 1972. Les 4 syndicats des professeurs de collèges d'enseignement technique confirment leur mouvement de 48 heures à partir de demain. Leur dernière entrevue avec les pouvoirs publics, hier, au ministère de l'Éducation nationale, n'a donc pas permis de résoudre le conflit. Les syndicats réclamaient une augmentation de salaire. M. Fontanet avait accordé une certaine amélioration, assurant 300 francs environ supplémentaires en fin de carrière. Pour les syndicats, c'est insuffisant. Dominique Lory a interrogé les deux parties. En réalité, la décision d'aujourd'hui, c'est le ministre qui l'a prise, car nous sommes convaincus qu'il était possible d'éviter ce mouvement. Comment ? Il était possible si les syndicats avaient fait preuve de beaucoup d'esprit de conciliation. Nous avons fait des propositions tout à fait en recul par rapport à nos propositions premières. Le ministre n'a pas saisi cet esprit de conciliation, il s'est borné à des généralités, il a refusé de préciser les propositions qu'il faisait, il a sorti ses propositions de quantité de conditions, de sorte que nous n'avons pas d'autre ressource aujourd'hui que d'appeler nos camarades à la grève. Est-ce que vous ne craignez pas que cette grève soit impopulaire? Écoutez, on a souvent l'habitude d'essayer d'opposer les salariés et les enseignants à l'opinion publique lorsqu'ils se battent. Mais dans la circonstance, les parents qui ont des élèves à l'école, dans les collèges d'enseignement technique, connaissent bien la crise du technique. Or, la crise du technique, elle affecte les élèves, elle affecte les établissements, comme elle affecte ses maîtres. C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'opinion publique nous comprendra. Je crois réellement que cette affaire est claire et qu'il ne devrait y avoir aucun malentendu. M. Guichard, il y a quelques mois, avait proposé aux syndicats d'inclure dans son schéma budgétaire les propositions qui correspondaient à une revalorisation de leur traitement. Mais au moment des arbitrages budgétaires, lorsqu'il a fallu consulter les autres membres du gouvernement concernés, ces propositions de M. Guichard ont été rejetées. Si bien qu'à mon arrivée, j'ai dû reprendre cette affaire à zéro. Aujourd'hui, j'apporte aux syndicats des propositions qui ont fait l'objet d'un accord de tout le gouvernement et qui, par conséquent, ont une réalité concrète que ne pouvaient pas avoir les propositions antérieures, qui étaient simplement des déclarations d'intention du ministre responsable. Il s'agit d'ailleurs de propositions extrêmement consistantes, puisqu'elles aboutissent à des majorations moyennes de traitement qui, lorsqu'elles seront intégralement appliquées, évidemment sur plusieurs années, représenteront quelque chose comme 12% de plus que ce que les enseignants touchent actuellement dans ces collèges d'enseignement technique,
compte tenu bien entendu des augmentations autres de la fonction publique qui s'y ajouteront. Et pourtant, il considère que c'est insuffisant. Chacun trouve toujours, bien entendu, que ce qui le concerne est insuffisant, mais je puis vous dire, par comparaison avec les autres agents de la fonction publique, qu'il s'agit là d'une mesure tout à fait exceptionnelle. Ce matin, le syndicat général de l'éducation nationale, CFDT, et le SNES, le syndicat national de l'enseignement secondaire, appellent à leur tour les enseignants des lycées techniques à se mettre en grève. Donc, si vous avez des enfants dans les collèges d'enseignement technique ou les lycées techniques, renseignez-vous auprès de l'établissement. Gérard Nicou poursuit son tour de France de la contestation. Il était hier soir au Palais des Sports de Paris devant environ 3000 commerçants et artisans. Le Palais des Sports, disons-le en passant, n'avait pas fait le plein. Pourtant, le leader du Sidunati avait minutieusement organisé cette soirée. À l'entrée, on vendait des cravates et des autocollants à la marque du mouvement. Quant au thème des revendications, l'assurance maladie, le système de retraite, les impôts directs et la patente. Écoutons un extrait du discours du leader du Sidunati. Alors, aujourd'hui et ce soir, nous devons dire au gouvernement, nous ne marchons pas. Vous nous dites que vous allez supprimer la patente, mais vous voulez la remplacer par la taxe professionnelle. Alors, il n'est pas question d'accepter un simple changement de nom. Ce que nous voulons, c'est la suppression de cette patente, parce que si nous désirons et si nous acceptons de payer le même nombre d'impôts et notre part à la société et à l'État, comme tous les citoyens de cette société, nous ne pouvons plus en 1972 accepter d'être des citoyens défavorisés au sein de la communauté nationale. Nous le refusons, c'est une question de dignité. Et cette dignité d'homme que nous avons, nous devons la préserver envers et contre tout. Cette dignité, ça fait 20 ans qu'on essaie de nous la prendre. Eh bien aujourd'hui, à nous de la préserver. Et pour commencer, dès cette année, nous commençons un nouveau combat. Pas de patente, monsieur Giscard, nous ne paierons pas. La politique internationale en bref, un attentat à Phnom Penh contre le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. C'est une charrette piégée qui a explosé sur son parcours habituel. Un policier de l'escorte et un passant ont été tués. Le mois dernier déjà, c'est le Premier ministre cambodgien qui avait échappé à un attentat identique. À Belfast, une voiture piégée a explosé encore, blessant plusieurs personnes. Et pendant ce temps, aux Nations Unies, on parle de terrorisme. Hier soir, M. Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, dans un discours énergique, a condamné les actes de représailles et il a approuvé l'initiative du secrétaire général de l'ONU, M. Waldheim. L'Assemblée sera donc probablement saisie du problème du terrorisme international. Le président Nixon, de son côté, avait choisi comme toile de fond la statue de la liberté pour lancer un appel à la collectivité internationale. Le terrorisme, a-t-il dit, menace les fondements même de la civilisation. Le sport, il y a un espoir, Michel Drucker, pour le football français ce soir. Il repose entre les pieds des joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont bien du souci en ce moment. Mais avant, si vous voulez, nous allons revoir quelques extraits avec un résumé de la rencontre hier soir à Madrid entre l'Atlético et Bastia. Malheureusement, Bastia n'a pas gagné. Ah oui, mais les Corses sont passés tout près de l'exploit. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi en voyant le premier but de cette partie qui était marqué donc à Madrid hier soir par un joueur corse, un joueur de Bastia. Il faudrait bien avoir un écran, vous serez gentil, merci. Vous allez voir d'abord Félix. Voilà, merci infiniment. L'avant-centre de Bastia, Félix, tirait à la 22e minute et ouvrir la marque donc pour son équipe. Vous voyez ce but marqué sous un autre angle. C'était important ce but, car vous savez que le règlement des Coupes d'Europe est très précis. Les buts marqués sur le terrain de l'adversaire comptent double. Or là, Bastia a été qualifié car à l'aller, les deux équipes n'avaient pu se départager 0-0. Vous revoyez encore, grâce aux caméras de la télévision espagnole, le tir victorieux très sec à ras de terre, très croisé, qui bat Rodri, le tir de Félix. C'était donc à la 21e minute. Égalisation des Espagnols à la 33e minute par Salcedo. Vous allez voir cette égalisation maintenant, à l'issue d'ailleurs de cette mauvaise passe du défenseur yougoslave de Bastia, Savkovic. Regardez bien, un centre mal intercepté, Salcedo s'infiltre et du pied gauche égalise donc, un but partout. Voici encore le but sous un autre angle, avec le centre d'Adelardo. C'est Adelardo qui a centré, est intercepté par Salcedo, qui a évité Savkovic et qui marque. C'est un fort joli but. Égalisation, c'était bien sûr du délire dans le stade madrilène, mais les Corses, bien qu'étant rejoints à la marque, étaient toujours qualifiés, toujours en vertu de ce règlement qui donne un avantage double au but marqué sur le terrain de l'adversaire. Un but partout, le premier but avait été marqué par Bastia, qui avait donc toutes les chances encore de se qualifier. Malheureusement, à la 59e minute, à l'issue de cette action, ce sera l'égalisation. Regardez comment, vous allez revoir la faute de Boda, car c'est Boda qui a été fautif, il a vraiment abattu irrégulièrement
Adelardo, à la limite d'ailleurs des 16 mètres. C'est un coup franc tiré par Luis. Alors que Calmette a essayé d'intervenir, l'arbitre demande au mur de rester à 9 mètres. Regardez le tir de Luis, qui est détourné malheureusement dans la cage de Pantelic, qui ne pouvait rien. Vous allez voir ce but sous un autre angle. Et regardez bien le numéro 8, 1, 2, 3, le troisième en partant de la gauche dans le mur Bastier. C'est Boda, de la tête, involontairement bien sûr, il trompe son camarade Pantelic. 2-1, c'est donc terminé. Voici encore ce coup franc, une vitesse un peu plus ralentie encore. Les caméras de la télévision espagnole étaient bien placées hier. C'est donc fini. Bastia disparaît de cette compétition européenne, la Coupe des vainqueurs de Coupe, sans avoir démérité, car les Bastiais ont fait un très très bon match hier à Madrid, il faut le reconnaître, et ils avaient fait aussi un très bon match en Corse, à Ajaccio, il y a 15 jours. Et Bastia est une équipe sympathique qui peut progresser. Et ce soir, quelles sont les chances de Marseille? Alors là, vous me posez une question bien difficile. En tout cas, vous l'avez dit en titre, elles existent, ces chances, car en sport en général et en football en particulier, tout est possible. En tout cas, les Marseillais ont gagné le match aller, 1-0, c'est important. Et Skoblar ne jouait pas. Là, Skoblar joue, et vous savez que Skoblar est un des meilleurs attaquants d'Europe. Il a marqué plus de 40 buts l'année dernière. Et comme les Italiens ont été battus au match aller, ils vont donc, et c'est normal, se découvrir pour essayer de marquer. Et à la faveur, justement, de ces mouvements offensifs des Italiens, les Marseillais et Skoblar, qui rentrent ce soir, peuvent trouver l'ouverture. En tout cas, Marseille a un but d'avance, tout est possible. Et n'oubliez pas le règlement, les buts marqués à l'extérieur qu'on double en Coupe d'Europe. Rien d'autre à propos du football? Si, pour vous dire qu'il y a une autre compétition importante, qui est la Coupe de l'Union Européenne, et que 3 équipes sont engagées dans cette compétition, Nîmes, Sochaux et Angers. Nîmes a disparu définitivement hier, battu par l'équipe suisse des Grasshoppers de Zurich, sur le même score qu'à l'aller de 2-1. Quant à Sochaux et Angers, ils jouent ce soir, respectivement contre Copenhague contre Berlin, et là ce sera difficile car les deux équipes ont été soit tenues en échec, soit battues à l'aller. Bien, nous revenons sur une autre rencontre hier soir, en boxe cette fois. Oui, un championnat du monde des poids mi-lourds et un chaos fantastique et très impressionnant que je vous propose de voir maintenant. C'était hier soir à Wembley, l'Empire Pool de Wembley, à côté de Londres, à 2 pas du stade de football, où Bob Foster, le noir américain, très grand ici, beaucoup plus grand que son adversaire, rencontrait Finnegan pour le titre de champion du monde des mi-lourds que détient d'ailleurs l'américain. Je vous demande de bien regarder maintenant, 50 secondes après le début de la 14e reprise, c'est terminé. Finnegan, champion d'Europe de la catégorie, ne se relèvera plus. Épuisé, il s'est effondré à la réception de ce droit terrible, très puissant et ô combien douloureux. Ceux qui connaissent la boxe le savent. Droit que je vous demande de revoir au ralenti, c'est vraiment impressionnant. Fauché littéralement Finnegan après 14 rounds très courageux. D'ailleurs Foster a rendu hommage. Regardez, au ralenti c'est encore plus impressionnant. Finnegan ne se relève plus. Foster conserve son titre de champion du monde des mi-lourds, titre qu'il détient d'ailleurs depuis 4 ans. Il l'avait perdu une fois, d'ailleurs c'était dans l'autre catégorie, devant Frazier. Quant à Finnegan, il va devoir se reposer, car vous savez, mon cher François Robinet, qu'après un KO en boxe, le corps médical vous interdit de reboxer avant un mois. Je ne sais pas, mais enfin j'imagine que ça doit être assez pénible de toute façon. Une image derrière moi, c'est celle du Colisée bardé de béquilles. Si vous allez en voyage à Rome, eh bien vous ne verrez plus le Colisée que de loin. Le vieil amphithéâtre devenait dangereux, il faut le restaurer. Et pour la première fois de son histoire, qui remonte à plus de 2000 ans, le Colisée est actuellement fermé au public. Elle a fait les beaux soirs de Broadway et d'ailleurs même du monde entier, approchant les 10 000 représentations, mais jamais à Paris. Il s'agit de Hello Dolly. Dolly aura cette fois la voix et le physique d'Annie Cordy. C'était hier soir l'une des dernières représentations à Mogador, après Nancy, Lyon, Grenoble, Bordeaux et Strasbourg. Hello Dolly. Première. Hello, Terry. Bonjour, mes darlings. Ah, qui sont là? Dolly, c'est moi. Très heureuse. Je suis d'abord optimiste et fataliste.
je suis drôle. Bon, ça va. Hein. Une toute dernière minute, j'apprends que le Conseil des ministres vient de terminer à l'instant et que 2 préfets de police ont été nommés, l'un à Marseille, l'autre à Lille. Et tout de suite, nous rejoignons au SICOB Maurice Bruzec et Michel Chevalet. À vous le SICOB. Eh bien, tous, certainement, vous avez de nombreuses questions à poser aux spécialistes du SICOB et des affaires de l'informatique. Alors, je crois, Michel Chevalet... La première question que je voudrais vous poser, si vous voulez, il se pose en ce moment une petite manifestation. Ce sont apparemment des employés d'une entreprise d'informatique qui protestent et qui jettent des tracts ici sous nos yeux. Alors donc, première question que je souhaitais vous poser, Michel Chevalet, le SICOB, qu'est-ce que c'est? Qui fait-on exactement? Eh bien, le SICOB, Maurice Bruzec, c'est le salon, avant tout, la foire de l'ordinateur. Si vous voulez, point de vue comme importance, on peut dire que c'est l'équivalent du salon de l'automobile ou du salon des arts ménagers. C'est évidemment le 3e salon par ordre d'importance à Paris. Et qui fait-on? Eh bien, on y manifeste, comme vous l'entendez actuellement, et on y parle aussi beaucoup d'informatique, car l'informatique, finalement, c'est la révolution complète. Nous aurons obligatoirement, un jour ou l'autre, besoin d'un ordinateur, j'oserais dire, chez nous. Alors, très vivement, puisque vous avez enquêté ici au Salon de l'informatique, qu'est-ce que vous avez trouvé au cours de votre enquête? Vous avez trouvé, je crois, ce qu'on appelle un certain nombre de gadgets. Eh bien, on a trouvé un certain nombre de gadgets sur les stands, et notamment l'un de ces gadgets, et non des moindres, Bon, écoutez, je crois, Michel Chevalet, qu'on ne peut pas poursuivre l'émission car j'ai l'impression qu'on ne nous entend pas à Cognac-G en ce moment. Jean-François Robinet, pouvons-nous continuer l'émission? Est-ce que vous nous entendez ou non? Bien écoutez, je crois que nous pourrions peut-être aller à la bourse maintenant et peut-être que pendant que nous connaîtrons ce qui se passe à la bourse, le calme sera revenu au SICOB, nous pourrons alors vous rejoindre. La bourse, il y a 2 titres aujourd'hui sur le plan économique et financier, les remous au Fonds monétaire international qui ont été provoqués par les déclarations américaines, et puis une confirmation, les 2 grands de la sidérurgie vont coopérer, Usinor va s'associer au projet de Fos avec Wendel-Siddelor. Sur place, Gérard Vidalange. Oui, Jean-François Robinet, déjà en juillet, officiellement, Usinor a été pressenti pour épauler Wendel-Siddelor qui, vous le savez, a en charge donc le démarrage, le financement de Fos, la nouvelle grande aciérie française. De Wendel-Siddelor a des problèmes financiers. L'année 71 a été une année difficile, les résultats ont été en baisse, si bien qu'il est certain qu'un nouveau partenaire est nécessaire. Ce partenaire ne peut être qu'un très grand, et c'est la raison pour laquelle Usinor a été sollicité. Mais Usinor a déjà en charge la grande aciérie de Dunkerque, dont la capacité de production du reste va être doublée en 73-74, elle va atteindre 8 millions de tonnes, et il est évident que Usinor ne peut pas non plus se disperser. Mais étant donné l'ampleur du projet de Fos, il est certain que cette association des 2 grands, qui représentent chacun 8 millions de tonnes d'acier, est nécessaire. Mais, il semble bien que la décision d'Usinor soit rendue officielle en octobre, mais il est possible qu'il y ait une autre solution, et ça serait la solution qui était intervenue après la guerre pour Solac, c'est-à-dire une coopérative qui réunirait tous les sidérurgistes français et qui permettrait donc, au coude à coude, de prendre en charge, de financer Fos. Voilà pour la sidérurgie. Les valeurs françaises ce matin sont plus résistantes après le coup de vent d'hier. Vous voyez que les titres ne s'écartent guère des cours de la veille. La Française des pétroles est assez ferme. BSN, sur l'annonce d'une augmentation de son bénéfice net de 25% pour le premier semestre, en revanche, perd quelques fractions. Les chimiques, tout de même, cèdent un peu de terrain. Vous voyez qu'Usinor est en baisse aujourd'hui à 111,80 contre 113,50. Par contre, Moulinex, toujours la grande vedette de la Bourse de Paris,
est en gain, 45 francs aujourd'hui, et d'autres valeurs également se redressent comme Bouygues, qui avait été assez éprouvé. On parle beaucoup des hôtels parisiens. En effet, notre confrère Les Échos signale qu'un groupe italien aurait pris le contrôle des hôtels Meurice, Grand Hôtel et également Prince de Galles. Ce serait donc une offensive italienne après l'offensive anglaise sur les grands hôtels parisiens. Vous savez que le Plaza Athénée, le Georges V, le Scribe et le Loti sont des hôtels qui sont passés sous la coupe des Anglais. Valeurs étrangères, eh bien, les américaines sont discutées. Je signale que la première valeur japonaise a fait son apparition hier à la Bourse de Paris, c'est Sony. 170 000 actions ont été placées dans le public français au cours de 104 francs 50. Sony est en quelque sorte le Philips japonais. C'est une affaire du reste dans laquelle les capitaux américains sont assez importants, puisque 38% du capital de cette société japonaise, qui connaît une très forte expansion, 25 à 30% d'augmentation du chiffre d'affaires par an, eh bien 38% de ce capital est entre les mains des Américains. Voilà donc pour la Bourse de Paris. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, disons simplement que les Américains ont été très fermes et ont confirmé leur position, qui se résume en 2 points. Eh bien, l'or devrait jouer un rôle beaucoup moins important que jusqu'à présent. Et deuxièmement, il devrait y avoir des rectifications de parité, des rectifications de la valeur des monnaies beaucoup plus fréquentes. À vous, Jean-François Robinet. Bien, Gérard Vidal-Lange, vous m'entendez encore? Oui. Vous n'avez plus rien à nous dire pour la bourse actuellement. Je crois que si vous pouvez profiter de l'occasion, nous allons pouvoir appeler le SICOP d'ici 1 minute. Est-ce que vous avez encore des précisions à apporter? Je pense que nous pouvons tout de même, en ce qui concerne les réunions du Fonds monétaire international, réunions, vous le savez, il y a les réunions officielles et toutes les réunions privées qui ont lieu autour de la réunion officielle. La plupart des banquiers internationaux sont là. Eh bien, je crois qu'il faut rappeler les thèses américaines. Donc, affaiblissement du rôle de l'or. Deuxièmement, la substitution d'un système de crédit, ce sont les droits de tirage spéciaux, qui joueront en quelque sorte l'instrument de réserve, l'étalon en quelque sorte des monnaies. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, des fluctuations plus importantes, des rajustements plus exactement plus fréquents des monnaies, ceci pour corriger les déséquilibres qui peuvent se produire dans les comptes commerciaux des États, ce que l'on appelle les balances commerciales et les balances des paiements. Et puis alors aussi un dernier point, le renforcement du Fonds monétaire international, qui, vous le savez, est actuellement dirigé par un Français, M. Schweitzer, qui a du reste été très acclamé au moment où il a fait son discours après celui du président Nixon. Voilà, Jean-François Robinet, à vous. Bien, je vous remercie, Gérard Vidal-Lange. Je vous rappelle que nous étions tout à l'heure en liaison avec le SICOB au CNIT. Il y a eu malheureusement des incidents qui nous ont obligés d'interrompre cette émission. Nous allons voir maintenant si c'est possible, si les manifestants qui avaient voulu se servir de notre caméra de direct pour troubler et nous empêcher de vous informer, nous allons voir si maintenant ils sont partis, si nous pouvons appeler le SICOB. Maurice Bruzek, que se passe-t-il là-bas? Nous sommes toujours là et nous sommes donc prêts à reprendre le cours de notre émission. Alors Michel Chevalet, vous avez enquêté tout à l'heure et vous avez recherché, je crois, un certain nombre de gadgets au cours de ce salon. Alors qu'avez-vous ramené? Un certain nombre de gadgets, et je vous avais dit que le SICOB maintenant est marqué un peu par la disparition de l'ordinateur des stands. Alors je vous ai ramené vraiment, je pourrais dire presque le mini-ordinateur. Vous voyez, c'est une machine à calculer ultra perfectionnée, elle ne pèse que 300 grammes. Et cette machine, bon, là je la mets en route. Par exemple, je fais 7410, j'entre la donnée, multiplié par 789, j'appuie sur multiplier, voilà le résultat. Je fais maintenant diviser par 12, voilà le résultat. Et puis pour les grands mathématiciens, j'en prends le logarithme, voici le résultat. En fait, j'oserais vous dire qu'avec cette petite machine, on pourrait quasiment calculer morceau par morceau la résistance d'un pont. Ah bon, dites-moi, elle pèse combien cette machine? 300 grammes, et elle coûte tout de même, il faut dire, 300 000 anciens francs. Alors, au hasard des stands, j'ai trouvé d'autres gadgets. J'ai trouvé par exemple ceci, c'est-à-dire c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui permet d'apprendre, de se perfectionner dans la technique de l'informatique. C'est le jeu des 7 familles. Par exemple, Maurice Bruzek, que je pourrais vous dire, ben voilà, je cherche une unité centrale de 32 000 mots. Vous l'avez pas? Non, non, non. Bon. Et on reconstitue les familles comme dans le jeu des 7 familles. Il s'agit de reconstituer une configuration d'ordinateur, c'est-à-dire la machine avec ce qu'on appelle tous ses périphériques. Alors puisque l'on parle de périphériques, vous savez qu'un ordinateur finalement ne travaille pas sans données. Il faut lui fournir des données et ces données, il faut aller les saisir en quelque sorte sur place. Alors cette année au SICOB, il y a vraiment des nouveautés. Des nouveautés par exemple... Ça, vous appelez ça une nouveauté?
Oui, c'est pas le dernier air en vogue, c'est simplement votre compte en banque, Maurice Bruzek, qui est sur cette cassette. Alors, il est à découvert ou non? Oui, alors je l'ai passé en machine et je ne vous donne pas le résultat. Très bien. Alors, ce disque, c'est un tube Ah, c'est le tube. On pourrait dire que ce disque est le tube du SICOB. Si vous voulez, sur ce disque, il y a autant d'informations que sur, c'est ce que tout le monde connaît, des cartes perforées. C'est l'équivalent de 32 000 cartes perforées. Donc vous voyez le progrès que l'on vient d'accomplir. Donc alors, on gagne de la place encore. Bien sûr, on gagne de la place et vous voyez, moi j'ai beaucoup d'ennuis à manier ces cartes, à les manipuler. Je risque de les mélanger, c'est ce que la machine n'aime pas. Mais tout à l'heure, oui, il y a un technicien qui vous a appelé le James Bond de l'informatique. Alors je me demande pourquoi. Est-ce que ça a trait à cette machine? C'est dans cette mallette. Si vous voulez, c'est ce que l'on appelle un périphérique d'ordinateur, mais un périphérique qui est portatif. Il s'agit d'un poste d'interrogation de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'à distance, on va pouvoir interroger la machine au moyen d'un téléphone. Alors, est-ce que ça signifie, par exemple, qu'un PDG ou une autre personne en vacances aux Bahamas ou à Tahiti souhaite entrer en contact avec son ordinateur, qui peut le faire avec cette valise et ce téléphone? Bien sûr, et notamment notre ami Roger Benamou. Là, je vais appeler l'ordinateur, je vous explique après. 177... 75. Voilà, j'appelle l'ordinateur, j'ai composé son numéro et si la ligne n'est pas occupée, bien entendu, car c'est toujours sujet à cet incident, la machine doit répondre dans quelques secondes. C'est-à-dire que grâce à cette machine à écrire, il va se frapper un certain nombre d'indications. L'ordinateur va me dire, eh bien, ici, ligne numéro tant, j'attends vos instructions. Je crois que là aussi, nous avons encore d'autres... des petits ennuis, mais là, ce sont des ennuis téléphoniques. Dites-moi, il ne faut pas être X ou énarque pour utiliser et faire fonctionner cette machine? Absolument pas. Si j'avais une ligne téléphonique, et je crois qu'elle sonne occupée, vous voyez. Disons que si on a une ligne téléphonique, c'est pas occupé, on est en liaison directe avec l'ordinateur et on peut travailler quasiment de chez soi avec un ordinateur. On peut traiter sa comptabilité ou on peut faire des calculs scientifiques. Et vous voyez, le tout tient dans une mallette. Et maintenant, nous retrouvons Maurice Bruzek. Eh bien, nous n'avons pas oublié qu'aujourd'hui, c'est mercredi, c'est-à-dire l'ancien jeudi, et nous n'avons pas oublié non plus que le mercredi, c'est le jour du magazine des jeunes. Et nous avons organisé ici, sur le stand des PTT, eh bien, un dialogue entre des jeunes. Ce sont des élèves du lycée Félix Le Dantec de Lannion, et qui sont venus d'ailleurs grâce à l'avion des PTT, et qui vont poser des questions aux deux invités de Michel Chevalet. Oui, je vous présente d'abord nos deux invités. Juste à ma gauche, Monsieur Audouin, qui est délégué adjoint à l'informatique, et Monsieur Mallet, qui est PDG, comme on dit, d'une société d'informatique, la CGI. Alors, première question, monsieur? Informatique et ordinateur sont des mots que l'on retrouve fréquemment maintenant dans le vocabulaire de l'homme moderne. Mais en fait, peu de gens savent ce qu'est un ordinateur et comment il fonctionne. Je pourrais donc vous demander le principe du fonctionnement de l'ordinateur. Alors, qui peut répondre à cette question Monsieur Audouin. Oui. L'informatique, c'est le traitement automatique des informations. Je crois que ça ne signifie pas simplement que le calculateur est capable de résoudre des équations. Quand un musicien écrit de la musique, il compose à partir de notes qui sont des abstractions, il traite de l'information. Quand un tailleur fait un costume, il prend des mesures à un client, il traite des informations. Quand un médecin soigne un malade, il écoute ce que lui dit le malade, il a en mémoire un certain nombre de connaissances, il traite des informations. Ceci veut dire que tout le monde fait de l'informatique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Alors un jour, on a inventé des machines qui sont des assistants pour traiter l'information. Et un jour, tout le monde sera peu ou prou utilisateur d'informatique. Une autre question, mademoiselle, peut-être? Je voudrais savoir si une jeune fille peut faire carrière dans l'informatique. Alors là, c'est toujours Monsieur Audouin, c'est vous le grand spécialiste. Écoutez, mademoiselle, certainement, l'informatique est un domaine dans lequel il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de ségrégation de sexe, les jeunes filles, les jeunes femmes comme les hommes font de l'informatique. Il n'y a pas, je dirais non plus, de ségrégation de technique ou de compétences. Je voudrais démolir un mythe, l'informatique n'est pas réservée aux mathématiciens. Quiconque, comme je l'ai dit tout à l'heure, aura une activité dans la vie professionnelle, aura à faire de l'informatique et donc tout le monde est apte à faire de l'informatique. Je voudrais choisir aussi cette occasion pour dire qu'il y a de très nombreux métiers, au moins une centaine, qui gravitent autour de l'informatique, alors que généralement on ne parle que des programmeurs.
Je voudrais dire une seconde chose, c'est que contrairement aux publicités tapageuses de certaines officines privées, on ne peut pas, en n'ayant aucune connaissance, en 3 semaines, gagner 400 000 francs par mois dans l'informatique. Il faut faire des études et des études difficiles. Le niveau minimal pour les petits emplois, c'est le brevet. Le niveau minimal pour des emplois normaux, c'est le baccalauréat. Mais très souvent, et la plus grosse partie des postes intéressants, demandent des études supérieures. Alors, Monsieur Audouin, faut-il encourager les jeunes à embrasser cette carrière dans l'informatique? Certainement, il faut encourager les jeunes d'abord à savoir ce qu'est l'informatique. Et vous savez que même dans l'enseignement secondaire maintenant, nous allons initier les gens à l'informatique, parce qu'ils auront à faire l'informatique. Et puis ensuite, à faire carrière aussi dans l'informatique, et là, de très nombreux sports leur sont sur le plan pratique, car nous, dans nos émissions magazines, nous souhaitons aborder toujours les problèmes pratiques, que faut-il faire? À qui faut-il s'adresser pour pouvoir suivre ces cours? Eh bien, écoutez, nous avons créé un centre d'information pour les carrières de l'informatique qui est situé au domaine de Velusseau, près de Recancourt. Ça doit être boîte postale 5. Et tout jeune qui veut faire carrière dans l'informatique peut écrire à ce centre ou bien sûr s'y rendre. Il y a de nombreuses brochures et des gens compétents qui le renseignent. Alors une autre question. L'ordinateur ne présente-t-il pas certains dangers pour l'homme, s'il vous plaît? On va demander ça à Monsieur M. Mallet. La déshumanisation. Il présente, comme toute invention technique, il présente des avantages et des inconvénients. Il présente des avantages parce qu'il nous libère de certains travaux qui ne méritent pas que notre précieuse qualité s'y emploie. Mais il présente des difficultés et peut-être des risques. Des difficultés, il faut se plier aux exigences de la machine, on se plie aux exigences de l'ordinateur comme on se plie aux exigences de toutes les autres machines. Et des risques peut-être beaucoup plus sérieux, car la concentration d'informations qui peuvent avoir un caractère secret ou en tout cas confidentiel dans un même lieu, la possibilité de mémoriser des historiques extrêmement importants donne à la possession de l'information un véritable pouvoir. Reste à dire, pour être plus précis, Monsieur Mallet, que très bientôt, lorsqu'on aura à peine achevé de prendre son petit déjeuner, dès qu'on mettra le pied dehors, on sera pris en charge par un ordinateur et l'informatique. Je ne pense pas, parce que l'ordinateur sera là pour enregistrer les informations qu'on lui donne et qu'il faudrait des palpeurs et des capteurs pour suivre chacun de vos mouvements. Mais il est certain qu'il y a un risque que chacun de nos actes importants soit pris en charge dans des fichiers, qu'ensuite on fasse de ces fichiers l'usage qu'on croira devoir en faire. Alors, je crois que c'est tout un problème et c'est une autre question. C'est un autre problème. Michel, je crois que le jeune garçon... Oui, une autre question. Je voudrais savoir quels sont les domaines plus particulièrement touchés par l'informatique de nos jours. Monsieur Mallet, toujours, là, le grand informaticien. Un grand nombre, presque tous les domaines de l'activité sont touchés par l'informatique. L'entreprise, c'est mon métier, est touchée par l'informatique. On ne conçoit plus une entreprise fonctionnant sans informatique. Mais là, il n'y a pas qu'elle, l'administration est touchée par l'informatique. Je crois que nous sommes au stand des PTT et il semble qu'on s'achemine vers la commande, la commutation commandée par ordinateur. L'aviation est touchée par l'informatique. Oui, mais plus précisément, je voudrais que vous nous précisiez un peu le travail que représente l'installation d'un ordinateur dans une entreprise. Dans une entreprise, bien, vous savez qu'un ordinateur coûte fort cher. Sa valeur d'achat est de l'ordre de celle d'un immeuble d'un grand nombre d'étages, de 10, 15, 20 étages. Et l'installation de cet ordinateur, c'est-à-dire la possibilité de le faire fonctionner, sa programmation, pour employer le mot à la mode, et tout ce qui entoure cette programmation, représente des dépenses du même ordre de grandeur. On dépense une fois dans l'appareil, on dépense une deuxième fois pour faire tourner l'appareil, et on dépense une troisième fois à nouveau la valeur de l'appareil pour le faire fonctionner tous les jours. Alors, est-ce que ça signifie que lorsqu'on construira une usine, il faudra désormais prévoir, de la même façon que les chaînes de montage, prévoir des emplacements et des ordinateurs? Ça signifie à peu près cela, oui. On n'est pas tout à fait là, mais il est probable qu'un jour, le réseau informatique d'une usine sera aussi important que son réseau de fluide ou son réseau électrique. Oui, maintenant je crois que Maurice Bruzek, vous allez nous montrer aussi d'autres utilisations de l'ordinateur sur le stand des PTT. Finalement, je crois qu'il faut dire qu'avec l'informatique, vous êtes bien d'accord messieurs, nous sommes à la veille et nous sommes entrés dans une révolution, je voudrais dire la révolution totale à laquelle doivent participer tous les jeunes. Alors Maurice Bruzek, montrez-nous un peu ce que l'on peut faire encore avec un ordinateur. Eh bien, on peut faire beaucoup de choses apparemment, si l'on en juge, parce que nous avons découvert sur le stand même des PTT qui nous a accueillis ici. Alors là, vous avez un téléphone qui préfigure le téléphone que nous aurons très bientôt en France. C'est un téléphone à touche. Alors ce téléphone, précisément, monsieur le technicien des PTT, à quoi sert-il? Avec ce téléphone, nous pouvons naturellement appeler un abonné, mais en particulier, nous pouvons appeler notre calculateur. Ah, mon Dieu. On peut essayer? On peut essayer, je vous en prie. Décrochons. Décrochons. Nous composons notre numéro à 7 chiffres, et quand nous avons l'ordinateur en ligne,
Il nous répond. Ici, le centre de calcul par téléphone. Parce que- votre service. Bon, il est à notre service. Alors moi, je voudrais non pas vous tendre un piège, mais essayer de tendre un piège à la caméra. Peut-on faire une division, par exemple, 0,0124? Allez-y. Naturellement. 0, 1, 2, 4. Divisé, si vous voulez, maintenant, Oui. par 0,012. Divisé par 0, 0, 1, 2, Et vous voulez le résultat? Le résultat? égale 0,103333333 à la puissance plus 0,2. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas pris soin encore de vérifier, mais nous ferons la vérification tout à l'heure. Et en attendant, je vous propose de rejoindre Michel Chevalet au centre du tri postal. Michel, à vous. Mais aussi, bien sûr, les PTT, c'est cette année l'avènement du tri postal, du tri entièrement automatique. Par exemple, cette lettre que nous allons envoyer à notre ami réalisateur Roger Benamou, 15 rue Cognac-Jet, Paris 7e, eh bien, cette lettre devra passer d'abord par ce premier stade, c'est-à-dire que la machine, c'est-à-dire cette personne devra la coder sous forme de bâtonnets qui devront être lisibles par la machine, car malheureusement, les machines ne savent pas encore lire l'écriture humaine. Donc, la première chose, ça va être d'abord un codage sous forme de bâtonnets. Montrez-nous comment ça se passe, mademoiselle. La personne lit la lettre qui immédiatement sont codées sous forme de bâtonnet, puis ces lettres sont lues ici par un lecteur à rayon ultraviolet dans la machine où va s'effectuer le tri. Bien sûr, sur ce stand Ousicob, il s'agit d'un modèle expérimental, car la véritable machine est capable de trier à peu près 30 000 lettres et dispose non pas de 9 cases, comme vous le voyez ici, mais de 256. Il s'agit, je vous le rappelle, d'un modèle de démonstration. Je voudrais aussi vous demander une question, la question que se pose tout le monde. Finalement, là, on vient de voir le tri, mais quel est l'avenir, si vous voulez, du tri ? Bien, l'avenir du tri, l'avenir est à la lecture automatique. L'avenir, c'est lorsque les machines seront capables de lire toutes les adresses, ce qui remplacera les opératrices que vous venez de voir actuellement. C'est-à-dire la machine capable de lire directement notre écriture. Qui lira directement notre écriture et qui néanmoins commandera les marques d'annexation. Oui. Et alors enfin, il y a une question que se posent les jeunes, notamment les personnes âgées qui sont un peu perdues. Il faut apprendre un nouveau code. Est-ce que ça changera dans l'avenir encore ce code, ces chiffres qu'il faut mettre sur l'enveloppe? Non, cette réforme du code postal est quelque chose de définitif pour les 20 ans à venir ou les 30 ans à venir. Et c'est quelque chose de définitif maintenant. Le code postal, ce n'est pas autre chose qu'un numéro de téléphone pour avoir son correspondant. Bon, alors vous nous parlez des 20 ou 30 années à venir. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter une longue vie au code postal. Maurice Bruzek, c'est à vous. Eh bien, je suis en ce moment dans une voiture pas tout à fait comme les autres. Tout à fait pas comme les autres parce que c'est une voiture prototype, vous voyez, elle est découpée, mais c'est une voiture radio-téléphone, c'est-à-dire c'est une voiture qui a un émetteur et une voiture qui permettra, lorsqu'elle sera sur la route, de téléphoner par radio à n'importe quel point téléphonique de France, d'Europe et même du globe. Pour cela, nous disposons bien sûr d'un téléphone et aussi d'un cadran électronique qui se trouve là. Alors nous allons tenter des expériences puisque c'est ce que nous faisons depuis le début de ce magazine. Je vais appeler par exemple la régie de 24 heures sur la une où se trouve Claude Guillaumin. Alors je demande une ligne tout d'abord. Vous avez entendu la petite musique. J'ai la ligne. Je compose le numéro. Vous avez dû entendre les petites musiquettes qui correspondent aux chiffres. Ça sonne. Je décroche à mon tour. Allô, Claude Guillaumin? Vous m'entendez? Alors je veux savoir, vous m'entendez parfaitement bien comme sur une ligne téléphonique ordinaire ou non? Non, absolument comme sur une ligne téléphonique ordinaire. Parfaitement, 5 sur 5 comme on dit en langage militaire. Allô? Allô? Claude Guillaumin? Écoutez, j'étais en ligne. Allô, Claude Guillaumin? D'abord, vous avez pu entendre, d'après ce que nous disait Claude Guillaumin, qu'on entend parfaitement. Simplement, je souhaitais poser à Claude une question pour lui demander s'il s'intéressait au timbre. Car ce matin, en nous intéressant ici
à l'électronique et à l'informatique, nous avons découvert qu'on pouvait se procurer des enveloppes avec des timbres et le cachet portant le cachet du SICOM. Donc à ceux qui viennent ici et ceux qui collectionnent les timbres, eh bien, sachez que vous pouvez vous procurer cette enveloppe avec le cachet du SICOM. Alors en attendant maintenant, je rappelle Jean-François Robinet pour lui dire que nous avons terminé ici et qu'il y a, comme vous avez pu le constater au cours de notre magazine Express, un magazine très rapide, qu'il y a beaucoup de choses intéressantes pour les jeunes en particulier à découvrir au SICOM. À vous Jean-François. Moi, je vous entends parfaitement. Nous avons appris beaucoup de choses. Avant de terminer, je voudrais simplement vous rappeler que le Conseil des ministres s'est donc maintenant terminé. Au cours du Conseil, les ministres et présidents de la République ont donc analysé les conséquences du référendum norvégien du 24 septembre. Et d'autre part, le ministre de l'Intérieur a fait approuver un décret relatif aux attributions des préfets délégués pour la police. Vous savez qu'il avait été décidé de nommer un préfet de police à Lyon. Eh bien, ce matin, 2 autres préfets de police ont été nommés, l'un à Marseille, l'autre à Lille. Notre prochain rendez-vous d'information pour 24 heures sur la Une à 19h45. Bon après-midi.